Frères et sœurs, arrêtez tout. Ce que je m'apprête à vous dire va révéler le vrai visage du pouvoir mondial et comment le refus d'un dirigeant africain de se courber a tout changé. Le téléphone a sonné à 3h17 du matin. Ce n'était pas un appel diplomatique poli, ce n'était pas une conversation programmée entre chefs d'État. C'était autre chose entièrement. Une déclaration de guerre déguisée en ultimatum. La voix de Netanyahou a transpercé l'obscurité comme une lame. Capitaine Traoré, vous avez exactement 48 heures. 48 heures, pourquoi? Pour vous souvenir de votre place, pour ramper de nouveau jusqu'à la plantation de l'approbation internationale afin de rétablir des contrats miniers israéliens qui exploitent de notre sol pendant que notre peuple reste affamé. Rétablir nos partenariats de surveillance. Renverser chaque décision prise contre les intérêts israéliens au Burkina Faso. Faites cela immédiatement ou affrontez deux choix. Deux choix. Comme un maître offrant à un esclave l'illusion de la liberté. Fuir votre pays comme un lâche ou livrer votre présidence entre nos mains. La ligne s'est tue mais mon esprit a rugi de clarté. Ce n'était pas de la diplomatie, c'était de l'extorsion. C'était le langage que les maîtres utilisaient quand les esclaves oubliaient leur place. Mais le véritable ultimatum est arrivé 30 minutes plus tard. Même voix, même arrogance, menace différente. Ibrahim Traoré, laissez-moi être plus clair. Vous avez 48 heures pour démissionner volontairement ou nous vous écarterons de force. Votre choix. Abandonnez votre poste ou faites face à une destruction totale. Je ne l'ai pas laissé finir. Premier ministre Netanyahou, ai-je dit la voix aussi stable que le granit du Sahel. Laissez-moi être plus clair aussi, je ne négocie pas avec des extorqueurs, je ne me prosterne pas devant des brutes, et je n'abandonne certainement pas mon peuple parce qu'une puissance étrangère me menace. J'ai raccroché au Premier ministre d'Israël. À cet instant, en regardant le téléphone dans mon bureau, plongé dans l'obscurité, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis que je combattais les djihadistes dans le désert. Pas la peur, mais la clarté. Ils venaient de faire la plus grande erreur de leur carrière politique. Ils avaient de menacer un homme qui préférerait mourir debout que vivre à genoux. En moins d'une heure, mon équipe de crise s'est réunie. Le ministre de la Défense, le chef du renseignement, le conseiller aux affaires étrangères, les seules personnes à qui je faisais confiance pour ce que nous affrontions. Messieurs, écoutez ce que le Premier ministre d'Israël vient d'exiger de votre président. J'ai fait écouter les enregistrements. La voix de Netanyahou remplissait la pièce de ses ordres arrogants. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon ministre de la Défense a pris la parole le premier. Monsieur, ceci n'est pas un désaccord de politique. C'est un changement de régime. C'est ce que font les superpuissances avant de vous détruire. Mon chef du renseignement a hoché la tête sombre. Nous avons suivi des activités inhabituelles depuis des semaines. Surveillance satellitaire, sondages informatiques, transfert d'argent suspect. Il se préparait à votre éviction. Se préparer à quoi exactement? À votre renversement. Soit vous démissionnez volontairement, soit il crée des conditions qui vous obligent à partir. Déstabilisation, guerre économique, chaos orchestré. 48 heures pour choisir entre l'exil volontaire et la destruction involontaire entre partir avec dignité ou être entraîné dans les flammes. Quelles sont nos options? A chuchoté mon conseiller aux affaires étrangères. Accepter leurs conditions, démissionner, confier le pouvoir à quelqu'un qu'ils approuvent, espérer qu'ils vous laissent partir sain et sauf. Jamais ai-je répondu immédiatement. Que faire d'autre? Tenir bon et se préparer à tous les types de guerres, sauf militaires, économiques, numériques, psychologiques, politiques. Je me suis dirigé vers la carte du Burkina Faso, accrochée au mur, notre petit pays enclavé. 22 millions de personnes, pas d'armes nucléaires, pas d'armée puissante, aucun levier, si ce n'est notre refus de nous agenouiller. Parfois le refus suffit. Voici la traduction en français en style parlé, sans parenthèse, adaptée pour la conversion en voix et qui conserve la structure d'origine. Voici ce que nous allons faire. Nous allons leur montrer ce qui arrive quand on menace le mauvais dirigeant africain. Ils pensent que je fuirai parce que je suis en infériorité numérique. Ils pensent que je me rendrai parce qu'ils ont plus d'armes. Ils pensent que j'abandonnerai mon peuple parce que j'ai peur. Mais ils ont commis une erreur cruciale. Ils croient que nous sommes encore en 1960. Ils croient que les dirigeants africains bondissent encore au sifflet des puissances étrangères. Ils croient que nous pensons encore que leur approbation compte plus que la confiance de notre peuple. J'ai pris mon téléphone sécurisé et j'ai commencé à passer des appels. Pas pour supplier la clémence, mais pour construire une alliance de résistance. Premier appel, Caracas. Président Maduro Israël vient d'exiger que je quitte mes fonctions. Je vous appelle pour vous dire que je refuse. Deuxième appel, Tran. J'ai besoin du guide suprême CAM. Israël m'a donné 48 heures pour me rendre ou subir une éviction. Troisième appel, Moscou. Mettez-moi en relation avec le président Poutine. Il s'agit d'opérations de changement de régime. Quatrième appel, Pékin, ligne prioritaire vers le président Xi. Israël tente d'écarter un chef d'État africain. Mes conseillers restaient figés de stupeur. Je faisais quelque chose qu'aucun dirigeant africain menacé n'avait fait depuis des décennies, refuser d'affronter la tempête seul. Monsieur, cela pourrait faire de nous les ennemis de toute l'alliance occidentale, dit l'un d'eux.
Nous sommes déjà leurs ennemis, ai-je répondu. Le moment où j'ai refusé de rétablir les contrats israéliens, nous sommes devenus un problème à résoudre. Au moment où Netanyahou a exigé que je démissionne, nous sommes devenus une cible à neutraliser. Nous ferions bien de choisir nos alliés tant que nous le pouvons encore. Les 18 heures suivantes sont devenues le marathon diplomatique le plus intense de ma vie. Visioconférence d'urgence avec des dirigeants ayant fait face à des ultimata similaires, conversations chiffrées avec des services de renseignement spécialisés dans la lutte contre les opérations israéliennes, consultations techniques avec des experts en résistance au changement de régime. À la 20e heure du délai de 48 heures, j'avais réuni quelque chose que Netanyahou n'avait jamais prévu, un réseau de soutien mondial. Le Venezuela a proposé un sanctuaire politique si nécessaire. L'Iran a promis une aide en cybersécurité contre les hackers israéliens. La Russie a indiqué la disponibilité de conseillers militaires si la situation s'aggravait. La Chine a suggéré des partenariats économiques pour remplacer les investissements occidentaux. Frères et sœurs, comprenez bien ceci. L'ultimatum de Netanyahou avait fuité non pas depuis mon gouvernement, mais depuis des sources israéliennes qui ne pouvaient s'empêcher de se vanter de leur méthode de pression. Au matin, toutes les radios du Burkina Faso diffusaient l'information. Le Premier ministre Netanyahou a donné 48 heures au président Traoré pour rétablir les contrats miniers israéliens et les partenariats de surveillance, sinon il serait écarté un avertissement adressé aux autres dirigeants africains. Frères et sœurs, comprenez-vous ce qui s'est passé ensuite? Quelque chose de beau. Quelque chose de puissant, quelque chose que ni Netanyahou ni ses manieurs n'avaient prévu dans leurs équations de changement de régime. Le peuple du Burkina Faso s'est levé, non pas dans la violence, non pas dans le chaos, mais dans la solidarité, dans la dignité, dans l'unité indéfectible, qui naît quand un peuple réalise que son dirigeant préfère tout risquer plutôt que de le trahir. Les étudiants ont manifesté à Ouagadougou en portant des pancartes. Netanyahou ne peut pas choisir notre président. Des ouvriers ont quitté leur poste pour se rassembler dans les rues. Nous choisissons Traoré, pas Tel Aviv. Même les femmes des marchés ont fermé leurs étals. Notre souveraineté n'est pas à vendre. À la 30e heure du délai de 48 heures, quelque chose d'inédit était en train de se produire. Les médias internationaux ne pouvaient pas ignorer l'affaire. Des sessions d'urgence de l'Union africaine, des déclarations de dirigeants régionaux, des puissances mondiales recalculant leur position. Netanyahou avait voulu faire de moi un exemple, montrer à chaque dirigeant africain ce qui arrive quand on défie les intérêts israéliens. Au lieu de cela, il s'était fait lui-même un exemple montrant au monde ce qui arrive quand des puissances étrangères croient encore pouvoir dicter leurs lois aux nations africaines souveraines. Heure 45, 3 heures avant la échéance. Mon téléphone sécurisé a sonné de nouveau. Ce n'était pas Netanyahou cette fois, mais son ministre des Affaires étrangères. Président Traoré, il semble qu'il y ait eu un malentendu dans les communications précédentes. Peut-être pourrions-nous discuter d'un arrangement mutuellement bénéfique. Je ne l'ai pas laissé finir. Il n'y a pas de malentendu. Votre Premier ministre m'a donné 48 heures pour démissionner ou subir une éviction. Je n'ai choisi ni l'un ni l'autre, j'ai choisi de tenir bon. Dites à Netanyahou que le capitaine Traoré ne quittera pas son poste. Dites-lui que le Burkina Faso ne cédera pas sa souveraineté. Dites-lui que l'époque où l'on dictait les conditions aux dirigeants africains s'est achevée le jour où il a commis sa plus grande erreur. Quelle erreur menaçait le mauvais Africain? Heure 48. L'échéance. Pas d'invasion, pas d'attaques informatiques, pas de chaos orchestré, juste le silence de Tel Aviv et la solidarité de mon peuple parce qu'ils avaient appris ce que tout tyran finit par comprendre. Quand vous menacez quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, vous découvrez qu'il a tout à défendre. Quand vous exigez la soumission de quelqu'un qui choisit la dignité plutôt que la survie, vous vous retrouvez face à quelque chose d'inarrêtable. Quand vous tentez de faire de la mauvaise personne un exemple, vous devenez vous-même l'exemple. L'ultimatum de 48 heures de Netanyahou est devenu 48 heures qui ont tout changé. Il a montré aux dirigeants africains que l'on pouvait refuser des ultimatums étrangers. Il a montré aux peuples africains que leurs dirigeants pouvaient les choisir plutôt que l'approbation étrangère. Il a montré au monde que l'époque où l'on dictait des conditions aux nations souveraines était en train de se terminer. Mais plus important encore, cela a révélé quelque chose qui terrifie toute puissance impériale, un dirigeant africain qui préfère tout risquer plutôt que de trahir son peuple est plus dangereux pour leur système que n'importe quelle armée, n'importe quelle arme économique, n'importe quelle opération de renseignement. Parce que ce dirigeant devient incontrôlable, ce dirigeant devient imprévisible, ce dirigeant devient inarrêtable. Et c'est ce que je suis devenu à 3h17 du matin, la nuit où Netanyahou a commis sa plus grande erreur. La nuit où il a tenté de donner des ordres à quelqu'un qui avait cessé de les accepter. La nuit où il a découvert que certains Africains ne peuvent pas être achetés, ne peuvent pas être intimidés, ne peuvent pas être brisés. La nuit où il a appris que 48 heures peuvent changer l'histoire, mais pas de la manière dont vous l'aviez prévu.
Frères et sœurs, cet appel téléphonique a tout changé, pas seulement pour moi, pas seulement pour le Burkina Faso, mais pour chaque dirigeant africain qui regardait. Pour chaque Africain qui écoutait, pour chaque enfant africain qui grandira en sachant que leurs dirigeants n'ont pas à se courber devant des puissances étrangères. Parce que cette nuit-là, un président africain a raccroché au nez d'un premier ministre qui pensait pouvoir donner des ordres, et le monde entier a entendu le déclic. La réaction a été immédiate et explosive. Pas de panique, pas de peur, mais une rage pure et sans filtre. À midi, des foules se rassemblaient devant le palais présidentiel. Pas pour demander que je cède à l'ultimatum de Netanyahou, mais pour exiger que je lui dise où il pouvait se mettre ses partenariats de surveillance. Traoré reste, scandait-il. Nos minerais ne sont pas la propriété d'Israël. Pas de surveillance étrangère au Burkina Faso. Netanyahou peut lancer son avertissement. Les 48 heures, que s'est-il passé? Les rues ont explosé. Les jeunes ont envahi les avenues avec des pancartes. 48 heures. Essayez 48 ans. Nous ne serons pas votre colonie de ressources. Netanyahou, les présidents africains ne prennent pas d'ordre. Partenariat de surveillance. Opération d'espionnage. Heure 30. L'appel. Netanyahou. 18 heures restantes. Ne faites pas souffrir votre peuple pour votre orgueil. Traoré, je ne démissionnerai pas. Vous essayez d'écarter un président africain démocratiquement élu pour avoir refusé des conditions extractives. Votre erreur, vous avez oublié de demander à mon peuple Netanyahou. Les foules ne vous protégeront pas. Traoré, ces foules, c'est ce qui arrive. 22 millions de Burkinabés qui n'accepteront pas l'ingérence étrangère. Silence. Puis Traoré, vous venez de créer la résistance continentale. Il raccroche, heure 36, l'assaut, le chef du renseignement, des attaques contre les banques, des fluctuations du réseau, les communications brouillées, une inondation de désinformation, des fausses vidéos de fuite, des comptes suisses falsifiés. Des responsables appellent à la démission. Réponse. Les systèmes de secours s'activent. L'alimentation décentralisée maintient les services essentiels. Les canaux chiffrés restent ouverts. Chaque fausse information est démontée en quelques minutes. L'attaque médiatique, offensive occidentale, autoritarisme, recul démocratique, tout cela pour discréditer l'indépendance africaine. Heure 42, l'Afrique s'unit, les dirigeants appellent à soutenir, non à mettre en garde. Mali. S'ils peuvent vous écarter, ils peuvent écarter n'importe lequel d'entre nous. Niger. Le Parlement condamne l'ingérence étrangère. Il menace de sanctions continentales. Ghana. Session d'urgence de l'Union africaine. Une attaque contre la souveraineté du Burkina est une attaque contre la souveraineté africaine. Tchad. Alerte maximale. Défense mutuelle en cas d'intervention étrangère. Résultat, l'ultimatum de Netanyahou unifie le continent autour de la démocratie africaine. Heure 45, le tournant. Netanyahou s'adoucit. Peut-être une solution diplomatique. Maintenir nos partenariats économiques. Traoré. 2 erreurs fatales. Vous avez menacé un dirigeant démocratique et vous avez sous-estimé la réponse de l'Afrique. Nous ne voulons rien si ce n'est la reconnaissance de la souveraineté du Burkina Faso. L'ère où l'on dictait des conditions aux démocraties africaines est terminée. Heure 48. L'échéance. Traoré monte sur le balcon. Il m'avait ordonné de démissionner ou de céder notre souveraineté. Je suis toujours là. Vous êtes toujours libres. Le Burkina Faso appartient toujours au peuple burkinabé. Les foules tonnent, messages, résistance, pas seulement contre Israël, mais contre toute puissance étrangère qui prétend avoir le droit de choisir les dirigeants africains ou de saisir les ressources. Les conséquences. Des semaines aux années. Semaine 1 à 24, 3 États annoncent des revues des contrats comportant des clauses de pression politique. Une résolution de l'Union africaine condamne les ultimatums adressés aux gouvernements élus. Un protocole continental est créé pour la défense mutuelle contre le changement de régime. Oups, le protocole d'Ouagadougou, 23 nations, signent. Tout ultimatum coercitif entraîne une réponse coordonnée économique, diplomatique et si nécessaire sécuritaire de la part de tous. Construction parallèle. L'Union monétaire africaine accélère une voie commerciale libellée en monnaie africaine. Le consortium spatial africain lance des satellites de communication. Le projet d'infrastructure Internet africain pose des fibres intra-africaines. Pas de routage externe, l'Académie du leadership africain Kala-Ouganda forme des dirigeants à une diplomatie digne à la souveraineté économique, à la guerre médiatique, à la défense, au projet final, au protocole des 48 heures, au changement culturel. 48 heures deviennent un symbole dans la musique et le cinéma. L'honneur plutôt que le compromis. La jeunesse délaisse les rêves d'émigration pour étudier, construire et investir en Afrique. La fuite des cerveaux s'inverse, la fierté remplace la résignation. Résonance mondiale. Des dirigeants d'Amérique latine et d'ailleurs citent la position de l'Afrique pour rejeter les ultimatums. Un réseau discret se forme. Des États qui disent non et survivent. Des alliés inattendus. Une journaliste juive américaine remet plus de 50 000 signatures de rabbins de survivants et d'activistes pour la paix. Condamner l'ultimatum, affirmer l'autodétermination, clarté,
Il s'agit de dignité contre domination, non de peuple contre peuple. Le moment onusien. 3e année, Alonu Traoré prend la parole en tant que président du Comité africain sur la souveraineté. Un dirigeant étranger m'a donné 48 heures pour choisir entre ma fonction et mes principes. Il croyait que des appels téléphoniques pouvaient tout plier l'Afrique. Il avait tort. Il tourne son regard vers la délégation israélienne. Aucune nation, aussi puissante ou marquée soit-elle, n'a le droit de contraindre des dirigeants élus à se soumettre. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Nous sommes pour la dignité, pour la souveraineté, pour la démocratie. Ovation debout. D'abord l'Afrique, puis l'Amérique latine, l'Asie, les petits États et même certaines parties de l'Europe. Le message est adopté. La dignité n'est pas négociable. La souveraineté est universelle. Les ultimatums sont inacceptables. Un diplomate ghanéen chevronné pleure. Aujourd'hui, le monde a applaudi l'Afrique pour avoir tenu bon, pas pour s'être incliné. La leçon. Ce que 48 heures ont prouvé. 48 heures. Les ultimatums ne fonctionnent que si vous les acceptez. Les menaces ne lient que si vous y croyez. Les hiérarchies ne persistent que lorsque vous consentez à la place qu'on vous assigne. Dites-le aux jeunes Africains, le pouvoir d'un ultimatum vient de la peur qu'on lui accorde. Refusez une fois, et ceux qui menacent y réfléchissent à 2 fois. La véritable démocratie se prouve sous pression, pas les jours faciles. En résumé, la démocratie africaine face aux menaces étrangères, la dignité africaine face aux pressions extérieures. Les dirigeants servent leur peuple, pas des puissances étrangères. L'ultimatum a expiré. Le président est resté. La démocratie a survécu.